Et je suis neuropsychologue et j'aimerais vous présenter une perspective plutôt clinique sur les questions de dépression, démence et vieillissement en même temps. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, alors ce que vous voyez ici, c'est la source des références. Alors, d'où vient la référence d'emblée? La prime abord, est-ce que c'est le médecin, le généraliste, qui vous demande de jeter un coup d'œil sur un patient ou une patiente? Est-ce que la famille s'inquiète? Est-ce qu'il y a une inquiétude de la part du client ou de la cliente? Prenez conscience de l'âge. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Est-ce qu'il y a des éléments démographiques? Est-ce que c'est des gens de première langue française ou deuxième langue? Alors, quelles sont les ressources qui sont disponibles, qui sont déjà en contact avec la famille ou avec l'individu? Alors, vous devriez faire un recueil de toutes ces informations-là avant de vous présenter devant la personne et commencer votre évaluation. La prochaine diapo. Alors, donc, en travail social, on parle d'une évaluation 360 degrés, c'est-à-dire l'environnement, l'encadrement, la famille, les proches, les ressources médicales et tout le reste. Deuxièmement, vous regardez l'apparence de la personne. Est-ce que la personne semble bien soignée, bien habillée, propre? Est-ce que la personne est en bonne santé? Est-ce que le médecin vous a avisé de certaines conditions à surveiller pour voir si la gérance est en bonne et due forme? L'éveil de la personne, est-ce que la personne est sensible à son environnement? Est-ce qu'elle répond à l'environnement ou au dialogue? Prochaine diapo. Bon, alors le dialogue lui-même, vous entrez en contact avec la personne. Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle peut s'exprimer? Est-ce qu'elle sait pourquoi vous êtes là? Est-ce qu'elle sait de quoi il s'agit? Est-ce que la personne est inquiète ou non? Est-ce qu'il y a une limite à l'empan affectif? C'est-à-dire, est-ce que la personne est toujours au neutre? Est-elle heureuse? Est-elle déprimée? Est-ce qu'elle fait preuve d'anxiété? C'est très important. Les premières impressions qu'on a de la personne nous donnent un peu le thème et les questions à poser à l'avenir pour le reste de l'intervention. On peut demander à la personne, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes conscient de où vous êtes, ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vos besoins sont comblés ou est-ce que vous êtes en manque? Regardez aussi les activités quotidiennes. Est-ce que la personne se déplace par elle-même? Est-elle en fauteuil roulant? A-t-elle besoin d'aide pour marcher? Est-ce que la personne est toujours assez en forme pour conduire la voiture ou prendre des transports en commun? Or donc, est-ce que la personne est assez indépendante dans sa vie régulière? Prochaine diapo. Bon, alors, il y a beaucoup de changements cognitifs chez les personnes âgées avec le vieillissement. Par exemple, nous avons une réduction de la vitesse de traitement d'information. La pensée est lente. Il y a une perte d'efficience cognitive. Il y a des erreurs, il y a des lacunes, des lapsus. Est-ce que la mémoire est bonne pour les médias? Est-ce que hier ou avant-hier, c'est un peu vague? Est-ce que la personne oublie des détails? Chez les personnes âgées, surtout quand ils sont très âgés, on a un drôle de phénomène qui est le recueil d'anciennes mémoires dans leur jeunesse. Et parfois aussi un beau programme à Baycrest, par exemple, où on prépare des listes de chansons sur un iPod et les personnes peuvent se rappeler de ça et ça les aide vraiment au point de vue émotionnel. Ce qu'on voit souvent avec les personnes âgées aussi, qu'ils se plaignent ils ne peuvent plus se rappeler des noms propres des personnes qui me connaissent bien. C'est un peu normal parce qu'il y a très peu de liens pour identifier le nom d'une personne.
Ce sont des étiquettes tout à fait individualisées et ça prend tout simplement une mémoire brute pour s'en rappeler. Donc, on parle de perte de mémoire bénigne, c'est-à-dire que c'est un peu normal avec le vieillissement. Il ne faut pas en faire un plat. Il faut rassurer les gens que c'est tout à fait normal, pas de souci. En parlant aux gens âgés aussi, souvent, il y a de la confabulation. On mélange les mémoires de nos frères et sœurs avec les nôtres, des choses qu'on a entendues, des choses qu'on a vues, et aussi il y a du radotage. On répète toujours les mêmes histoires. Et encore, c'est plus ou moins normal. Il faut rassurer les clients. Prochaine diapo. Alors, l'emploi intentionnel peut être assez restreint, c'est-à-dire qu'on peut avoir leur attention pendant quelques minutes, voire même une demi-heure, 1 heure, 2 heures, mais il y a une fatigue qui s'installe après ce temps-là. Les gens perdent le fil, il y a une confusion qui s'installe. Donc, il ne faut pas les pousser outre mesure. Sans ça, on les perd. Est-ce qu'on a des évidences d'une inadaptation au changement de vie? Alors, ça, on voit ça surtout quand les gens changent de domicile. S'ils quittent la maison ou leur appartement et ils vont dans un hospice ou un environnement pour eux, un logement pour les personnes âgées, ils vont être confus parce qu'ils vont perdre leur point de repère. Les habitudes qui les ont permis à fonctionner plus ou moins normalement, malgré l'âge, malgré les changements de mémoire, sont perdues. Alors, les habitudes ne fonctionnent plus pour les permettre à fonctionner indépendamment. On peut aussi les questionner concernant leur jugement, la prévoyance, et ça entame une conversation sur la sécurité de la personne. Mais ces changements-là ne sont pas tous présents en même temps. Il va y avoir une variabilité de l'évolution des problèmes avec l'âge. La prochaine diapo. Bon, alors, il y a beaucoup de symptômes en commun entre ceux qui souffrent de dépression, de démence, ou même qu'on voit dans le vieillissement normal. Le ralentissement cognitif, c'est-à-dire la pensée lente, c'est tout à fait typique avec l'âge et avec les deux conditions qui nous intéressent. Mais seul le ralentissement cognitif ne peut pas nous permettre de déterminer le problème de base pour la personne. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, la perte de mémoire ou les plaintes de perte de mémoire, c'est surtout les noms propres. Ce qui nous concerne beaucoup, c'est une inertie, une fatigue chronique, souvent due aux troubles du sommeil. C'est les gens dorment mal. Et ça, c'est pour tout le monde à n'importe quel âge. Ils se réveillent fatigués le matin. Ils ne sont pas prêts à entamer leur journée et ils souffrent de fatigue et ça a un impact sur tout leur comportement. Mais ça, ce n'est pas nécessairement une dépression. Ça peut être plusieurs choses. L'appauvrissement alimentaire. Les gens perdent l'appétit en dépression, ils oublient de manger en démence. Ils choisissent peut-être des aliments qu'ils aiment beaucoup, mais pas nécessairement les meilleurs choix. Et là, l'item peut-être le plus important, c'est l'isolation sociale progressive. Et ça, c'est dû à beaucoup, beaucoup de raisons. Par exemple, quand on commence à perdre des membres de notre famille, il y a beaucoup de décès avec l'âge. On commence à s'éloigner des enfants qui vont ailleurs, qui déménagent dans d'autres villes, voire même d'autres pays. Les amis sont assez éloignés et on voit l'impact, par exemple, du COVID de nos jours avec cette isolation qui est très lourde pour la plupart des personnes âgées. La prochaine diapo. Bon, alors la dépression, est-ce commun? Bien sûr. Même si le diagnostic est confirmé dans 2 ou 4 % de la population, on voit souvent des symptômes de dépression à une fréquence de 14 à 20 %. Et ça, c'est en général. Pour tout le monde,
non seulement les personnes âgées. C'est une condition peut-être les plus communes qu'on voit en santé mentale. La démence maintenant, confirmée, démence du type Alzheimer, mais ça peut être différentes sortes de démence, est confirmée dans environ 8% de la population, mais après l'âge de 85 ans, on monte jusqu'à 34%. Donc, à mesure que l'âge avance, la probabilité d'avoir un diagnostic de démence augmente. Prochaine diapo. Bon, on peut donc avoir le chevauchement de deux conditions en même temps, ce qui est plus ou moins le thème de notre présentation. À partir de la soixantaine, grosso modo, on peut avoir 15 à 20% de notre population qui souffre des deux choses, un début de démence et une dépression. Prochaine diapo. Bon, dans la dépression, c'est assez clair comment ça se présente. Le tempérament est très pessimiste, triste. Les gens ont une estime de soi négative. Il y a beaucoup de rumination, broyer le noir. Et il faut faire attention à l'éthylisme et d'autres abus de substances. Des fois, c'est pour un confort, des fois, c'est un manque de jugement. Il peut y avoir différentes raisons pour ça. Ça peut être même une condition chronique qui devient pire avec l'isolation. On doit savoir si la personne a des idées suicidaires, s'il y a un plan, des préparations, comme par exemple des lettres de départ, une revision de nos finances, par exemple. Et est-ce que la personne a vraiment la capacité de se faire tort? Ça, c'est essentiel pour toutes les personnes âgées et toutes les personnes suicidaires. Est-ce que la personne évite la communication? Des gens qui sont en dépression n'ont pas beaucoup de goût de parler aux gens ou de s'engager dans des activités, non seulement à cause d'une espèce de fatigue chronique et des problèmes de sommeil, mais parce qu'ils n'ont vraiment pas l'énergie, la motivation pour s'engager. La prochaine diapo. Bon, le deuil. Vous allez rencontrer beaucoup de deuil avec la population âgée. Et ça, je vous donne ici les 5 stages de Kubler-Ross que vous connaissez très bien sans doute. Premièrement, un choc, le déni, la colère, le marchandage. Et ici, la dépression et la tristesse, qui est tout à fait normal. Le deuil n'est pas exactement la même chose qu'une dépression parce que c'est seulement une réaction normale à une perte. Si c'est accompagné d'une vraie tristesse, alors là, il y a une composante de dépression, mais d'habitude, c'est quelque chose qui gère assez bien sans médicaments et sans grande intervention psychiatrique. Nous passons après ça à l'acceptation et le tour est joué. Hein? Mais une dépression chronique peut se transformer en mélancolie, c'est-à-dire, oh, je n'ai plus personne dans ma vie, je ne vois plus ma famille, il n'y a personne qui s'occupe de moi, je suis isolé, je ne suis jamais heureux ou heureuse. Quand ça s'installe, là, on change le diagnostic de deuil en dépression. Prochaine diapo. Bon, la pseudo-démence due à la dépression, ça, c'est extrêmement important. Quelqu'un peut se présenter devant vous semblant avoir une démence. Mais quand on regarde de près, on les questionne, on peut déceler que c'est vraiment une pseudo-démence, c'est-à-dire que c'est une dépression qui se présente sous forme comportementale de démence. Alors, quand on leur pose des questions, la personne dépressive dit « je ne sais pas » parce qu'il n'y a pas l'effort de vraiment chercher la réponse. Alors, ils abandonnent. Je ne sais pas, pas d'idée. Un ralentissement psychomoteur, ça, c'est les mouvements qui sont ralentis à cause d'une grande dépression. On ne voit pas ça avec les dépressions qui sont plus légères, plus faibles, mais on voit ça chez les gens avec des dépressions assez graves. La pensée lente, on en a parlé, c'est assez non spécifique, on trouve ça un peu partout.
Une perte de mémoire à court terme, ça, on en a parlé aussi pour la dépression. On peut avoir des drôles de délais de mémoire, comme exemple dans le passé, je me rappelle de telle et telle chose, mais gare à la confabulation. C'est tout à fait normal. On doit rassurer la personne que les jours se ressemblent tous, les habitudes sont semblables. Comment différencier une journée contre une autre si on n'est pas au travail, si on n'est pas à la page pour les nouvelles, par exemple? Quand on leur donne des épreuves de mémoire, on trouve que chez la personne dépressive, la reconnaissance, c'est-à-dire on leur demande, avez-vous déjà vu cette chose, ce mot? La reconnaissance est appauvrie. Mais la mémoire immédiate, quand on fait le stage d'apprentissage, peut être tout à fait normale, surtout s'ils ont une mémoire assez bonne, épisodique, c'est-à-dire, je me rappelle des célébrations pour mon anniversaire il y a une semaine, mais je ne pourrais pas vous dire exactement qui était présent, le temps de la réunion et tout le reste. Mais on peut avoir des différences comme ça qui sont classiques pour la dépression. Prochaine diapo. Bon, donc l'inertie, le manque de motivation, classique pour la dépression. Quand la dépression est grande, on a des symptômes végétatifs, tels l'appétit, tels une intolérance à la sexualité, quoi, avec l'âge, et surtout la perte de partenariat. C'est pas tout à fait important, ça. Le sommeil est souvent troublé. Des fois parce que les gens sont inquiets, il y a beaucoup de rumination. D'habitude, les gens qui souffrent de dépression comme ça ont une insouciance. Ils ne disent pas « je suis inquiet de ma condition, je suis inquiet de ma perte de mémoire, je suis inquiet de ci, de ça ». Non, pas du tout. Ils ne sont pas intéressés. Ils n'ont pas vraiment de bonnes réponses quand on leur demande qu'est-ce qui ne va pas. Prochaine diapo. Bon, dans la démence, le profil est différent quand on regarde les éléments cognitifs. Donc, la mémoire à court terme, on leur pose des questions, ils peuvent nous donner une réponse approximative. Au lieu de dire « je ne sais pas », ils vont deviner plus ou moins. Ça va être une réponse qui a peut-être une relation avec la vraie réponse, avec la réalité, mais c'est vraiment là, un coup dans le vide comme ça. Mémoire de travail, ça, c'est les éléments qu'on garde en tête consciemment et qu'on doit manipuler, comme des exercices de mathématiques. Si j'achète telle chose et vous avez $10, combien de monnaie est-ce qu'on va vous remettre et tout. Donc, l'entente de la mémoire de travail, le nombre d'éléments qu'on peut garder en tête est important. Le délai entre la réception de l'information et l'opération cognitive pour avoir la réponse est important. Le plus on attend, le moins il y a de rappels et la performance décroît. Aussi la complexité. Si c'est des choses très complexes, ça demande beaucoup de manipulation, en démence, incapacité de le faire. Très important à part de la mémoire, les habiletés langagières. Il y a une perte de vocabulaire. Les gens cherchent leurs mots. Des fois, c'est sur le bout de la langue, des fois, c'est des blancs. Des fois, des gens vont nous donner des erreurs paraphasiques, c'est-à-dire, je trouve un mot qui a le même son ou je trouve un mot qui a un peu le même sens catégorique. Et ça va être encore des réponses approximatives. On trouve aussi qu'il y a un changement dans la qualité de leur vocabulaire expressif. Ils perdent la capacité de l'abstraction. Comment ces deux choses-ci, une pomme, une banane, sont-ils semblables? Ils vont perdre l'habilité de vraiment extraire l'essentiel du mot. Donc, leur dialogue devient très concret. Si on leur donne des exemples, il faut leur donner des exemples qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent toucher, qui ont une relation à leur vie quotidienne. Et là, ça fonctionne plus facilement. Donc, une courte discussion avec quelqu'un sur des éléments qui ont une importance directe
avec leur vie quotidienne peut sembler plus ou moins normale. Les fonctions visuo-perceptuelles, c'est plus difficile à déceler parce que d'habitude, on voit ça avec des épreuves neuropsychologiques. Pour la personne, ça peut être, par exemple, confondre les éléments utilisés dans une cuisine, par exemple. Est-ce qu'on renverse des choses? Est-ce qu'on a des problèmes psychomoteurs? Est-ce qu'on est malhabile pour fonctionner dû à un manque d'analyse perceptuelle? OK? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon. Alors, à part de tous ces symptômes-là et des observations et tout, là, on arrive à un stage très critique, c'est l'évolution des symptômes. C'est très important. Avec les présentations de symptômes qui arrivent subitement, on pense à des problèmes neurologiques ou physiques, toxicométaboliques ou autres. Les démences qu'on reconnaît normalement ont une présentation lente. Si on demande ou à l'individu ou à la famille, depuis quand est-ce que votre parent a des problèmes de mémoire ou d'organisation ou de fonction quotidienne, ils peuvent nous dire pas trop certain. Ça s'est détérioré au fur et à mesure sur une période de mois, parfois une période d'années. Ça signale l'installation progressive d'une démence classique. On peut aussi avoir des situations où les symptômes sont périodiques. C'est-à-dire, parfois, ma mère est très, très éveillée, on a une bonne conversation, d'autres fois, rien à faire. Alors, ça aussi, ça pourrait être quelque chose de physiologique ou ça pourrait être tout simplement que la personne a mal dormi la veille. Alors, est-ce que les symptômes sont stables? C'est-à-dire qu'une fois installés, il n'y a pas de croissance et il n'y a pas de récupération. Ça pourrait indiquer, par exemple, un accident cérébrovasculaire, c'est-à-dire quelque chose qui arrive, un traumatisme qui arrive une fois et ne se répète pas. S'il y a une croissance, est-ce que la croissance est graduelle, comme on pourrait imaginer dans une démence classique, ou est-ce que la croissance évolue par étapes? Si on voit, aujourd'hui, il y a eu un changement de l'habilité langagière, mais sur une période de quelques semaines, ça s'est rétabli plus ou moins. Après ça, il y a eu une autre étape de perte. Ça pourrait signaler des problèmes d'ordre vasculaire. On voit aussi parfois des abus de substances qui pourraient nous donner des symptômes périodiques. Les médicaments deviennent très complexes avec les personnes âgées. Parfois, ils prennent une douzaine de médicaments par jour. Des fois, ils oublient, des fois, ils en prennent trop. Il peut y avoir aussi des interactions entre les médicaments. Comment est-ce qu'on veille sur la gérance des médicaments? Est-ce que la personne peut faire ça elle-même ou est-ce qu'il faut une infirmière à domicile pour gérer, contrôler les médicaments? En passant, si les gens font une dépression majeure, à ce moment-là, les médicaments devraient être supplés et il faut faire bien attention que les gens ne feront pas semblant de prendre leurs médicaments, mais de le garder en cachette pour le prendre tout en même temps. Le changement de caractère, de personnalité aussi, on ne voit pas ça autre que dans des conditions médicales assez graves. On peut voir ça éventuellement avec des démences pendant le vieillissement, et là, on peut avoir les deux pôles de changement de caractère. On peut avoir une personne qui devient inerte, avec un mutisme, une perte d'intérêt, c'est-à-dire on perd toute l'énergie de la personne. Ou on peut avoir des périodes
de manque de contrôle, de choses dangereuses, de choses d'interactions sociales qui ne sont vraiment pas appropriées à la situation. C'est assez commun pendant certains stages d'une démence avancée. On ne voit pas des changements comme ça avec la dépression. La prochaine diapo. Bon, prise de conscience. Quand les personnes sont inquiètes, d'habitude, c'est une démence parce que les gens s'aperçoivent qu'ils ne fonctionnent pas normalement. Je vous ai mentionné avec la dépression, c'est plutôt de l'insouciance. Ils ne s'en font pas outre mesure, ne sont vraiment pas conscients que leur comportement a changé d'une manière inquiétante. Alors ça, c'est important pour voir si la personne a vraiment une prise de conscience assez importante. Alors, le deuil, on en a parlé dans le sens classique du Kubler-Ross, mais on peut avoir un deuil aussi des pertes fonctionnelles. La personne qui dit je ne peux plus conduire la voiture, je n'ai plus mon indépendance, je n'ai plus la capacité fonctionnelle de vivre normalement comme j'ai fait jusqu'à présent. Ça, c'est une perte et ça peut entraîner une réaction dépressive. Il y a aussi multiples décès qu'on voit dans plus en plus de gens à mesure que l'âge avance. Ils vont perdre leur famille, leurs amis, leurs proches. Et si c'est plusieurs décès de fil, des fois, c'est très difficile de remonter la côte. Et le deuil se prolonge jusqu'à un état chroniquement mélancolique. Prochaine diapo. Bon, quand on a des changements assez aigus, on pense aux symptômes neurologiques. Alors, si on regarde ici les 5 premiers éléments, ici, ça commence tout par la lettre A. Des aphasies, des aprosodies, c'est-à-dire que les gens perdent la mélodie de la langue. Donc, c'est un peu télégraphique, c'est un peu à plat au niveau émotionnel. Ils peuvent aussi avoir des pertes langagières, de lecture, par exemple. On peut avoir une abulie, c'est-à-dire quelqu'un qui ne répond pas émotionnellement dans aucune manière. Ils sont tout simplement incapables de s'exprimer émotionnellement. Aussi, il faut leur demander comment vous sentez-vous, bien sûr. Il y en a qui n'ont pas de mots, ils n'ont pas de vocabulaire pour ça. OK? Surtout les hommes, on trouve, sans être contre mon genre. C'est une alexithymie, ça s'appelle, c'est-à-dire incapacité de nommer, d'identifier notre émotion. Alors, la communication à ce moment-là est très difficile. Une labilité émotionnelle ou une dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire que je perds contrôle de mes émotions, parfois je pleure, parfois je ris, parfois je me sens normal, et c'est extrêmement variable et incontrôlable. À la limite, on peut avoir des délires et des délusions, mais surtout, ça commence à être beaucoup plus une condition aiguë, comme toxicométabolique, que la personne souffre. Des apraxies, donc j'ai oublié comment me servir d'un marteau, des pinces, une fourchette, un couteau. Et il ne faut pas confondre avec dextérité, qui peut être un problème périphérique, par exemple avec la maladie de Parkinson ou avec l'arthrite ou autre chose comme ça. L'anosmie, la perte du sens de l'odorat est très commune chez les personnes âgées. Et on voit aussi avec des démences, la maladie de Parkinson, beaucoup de conditions neurologiques. On peut aussi perdre le goût. D'autres éléments sensoriels, la vision. On peut avoir des cataractes, on peut avoir une perte visuelle assez importante. Aussi, on peut avoir une perte de l'ouïe, ce qui est, ça isole la personne énormément. Donc, impossible d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est malentendant. Parfois, c'est très difficile de trouver un appareil auditif pour les aider parce que le processus d'évaluation exige un éveil. Il faut faire attention à la procédure et si les gens sont incapables de le faire,
on a beaucoup de difficultés à identifier une perte de vue. Perte de l'équilibre, très important aussi. Il y a des cliniques spécialisées pour l'équilibre chez les personnes âgées. Ils appellent ça en anglais des falls clinics. Parce que si une personne âgée tombe avec l'ostéoporose ou autre problème, ils se cassent la hanche, ils sont immobilisés, ils ont peut-être une chirurgie, ça devient beaucoup plus compliqué pour leur vie et souvent les gens ne rétablissent pas complètement. L'ataxie, difficulté à marcher, on voit ça aussi chez les gens qui abusent de l'alcool. On peut avoir une apraxie, une ataxie, des pertes de contrôle de mouvement pour le visage chez les Parkinsoniens. On voit ça très souvent, par exemple. Prochaine diapo. Bon, tremblement, c'est le symptôme le plus commun en neurologie clinique. On peut avoir tremblement de main, mais ça peut être au repos, ça peut être pendant une activité quelconque. On peut avoir des tremblements de tête, oui, oui et non, non. Et on peut avoir des tremblements de posture, c'est-à-dire incapacité de maintenir une posture tonique. Changement sensoriel, ça pourrait être des nerfs périphériques. On peut voir ça avec différentes conditions médicales, c'est-à-dire que je ne sens plus mes jambes. Parfois, c'est parce qu'il y a un médicament qui est en surcharge et ça affecte la transmission nerveuse. Alors, quand on commence à avoir des changements comme ça, il faut absolument exiger un examen neurologique, même par l'omnipraticien, pour voir s'il y a vraiment quelque chose de concret dans l'évaluation neurologique qui peut signaler le niveau d'une lésion ou un diagnostic quelconque. Parésie des membres, ça, c'est-à-dire que c'est pas complètement paralysé, mais affecté. Ça peut être les mouvements oculaires, ça peut être les membres, comme je l'ai mentionné, peut-être même le faciès. Il y a une condition neurologique qu'on trouve de temps à autre, l'hydrocéphalie à pression normale, qui affecte la marche, la mémoire et l'incontinence. Quand on voit ce trio-là de symptômes, là, c'est une condition qui doit être corrigée par un neurochirurgien. Mais encore, il faut que ça soit confirmé par un neurologue. La prochaine diapo. Bon, profil neurovasculaire. Il y a différentes sortes de profils. Ce qu'on appelle en anglais TIA, c'est un épisode ischémique en transition qui dure quelques minutes. Quand on voit ça, ça veut dire que probablement il y a eu un embolie qui s'est logé dans Bon, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends pas. Ça va. Oui, on s'entend. OK. Bon, alors. Oui, désolé, il y a eu un problème à un moment donné. Oui, je m'excuse. Est-ce qu'on doit reprendre cette diapo? Non, vas-y, c'est beau. Je pense qu'on a juste manqué des derniers mots que tu as dit. OK, ça va. Alors, TIA, ça, c'est un épisode ischémique transitoire, transient ischemic. Dans le RIND, Resolving Ischemic Neurological Deficit, un déficit neurologique ischémique en résolution, c'est-à-dire un symptôme neurologique qui s'installe, d'habitude assez focalisé, comme une perte de vision, d'une ouïe, de mouvement, quelque chose comme ça, qui se résolue entre à peu près 24 heures. D'habitude, ça dure beaucoup plus longtemps que l'épisode ischémique transitoire. Dans les deux cas, si c'est quelque chose comme il y a plusieurs épisodes ischémiques qui se suivent pendant plusieurs jours, où il y a un RIND, il faut vraiment alerter la médecine parce que on peut donner un produit, un TPA, qui va dissoudre les embolies et on peut récupérer notre fonction très rapidement. Mais pour s'assurer que ce n'est pas une hémorragie, ça prend un scan en tomographie pour voir s'il y a un saignement. S'il n'y a pas de saignement, on peut donner le produit. S'il y a un saignement, on ne peut pas ou ça provoque une hémorragie. Alors, là, c'est un accident cérébrovasculaire. Ça, c'est où une thrombose ou une hémorragie. Encore, contrôle médical est essentiel. Pour vraiment savoir de quoi il s'agit,
on prend note des symptômes qui sont focalisés ou diffus. Si c'est diffus, c'est probablement pas quelque chose d'un vaisseau sanguin au cerveau. Ça peut être quelque chose comme une infection quelconque, un virus, ça peut être différentes choses encore. La minute qu'on voit un symptôme neurologique, on alerte le côté médical. Prochaine diapo. Bon, des facteurs de risque pour les problèmes neurovasculaires. Le diabète. Alors, est-ce que les gens contrôlent leur sucre? Est-ce que les gens ont un médicament comme le metformin pour contrôler le diabète? L'hypertension, l'hypotension, est-ce que c'est bien contrôlé? Et aussi, avec les gens qui tombent, qui se cassent une hanche ou un fémur, et il y a une intervention orthopédique, pendant qu'on répare les os, la moelle des os, qui est très lipidique, se dégage et on peut avoir des lipides qui rentrent dans le système vasculaire, qui bloquent les vaisseaux sanguins. Ça nous donne donc une embolie lipidique. On peut voir ça sur un IRM et ça, c'est quelque chose qui peut se corriger, mais il faut y voir. C'est une autre raison pour laquelle éviter que les personnes tombent est d'une importance capitale. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une démence multi-infarctus, c'est-à-dire l'étapisme. On perd une fonction, petite récupération incomplète, on perd une autre fonction, la même chose, et au fur et à mesure, la personne se détériore. Il y a des interventions médicales, surtout avec des anticoagulants, pour contrôler ce problème, mais encore contrôle médical. Prochaine diapo. Bon, est-ce que la démence qu'on voit est réversible? Ça, c'est une question de base. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Si c'est tout simplement une démence classique du style Alzheimer, il y a quelques médicaments qui sont disponibles maintenant en début de maladie qui vont améliorer l'énergie cognitive, émotionnelle de la personne temporairement. Mais en dedans de 6 à 12 mois, le bénéfice de ces médicaments-là s'évapore. Alors, temporairement, on peut avoir une amélioration, mais à long terme, c'est perdu d'avance. Tension artérielle, il faut que ça soit contrôlé. Depuis combien de temps est-ce que vous prenez ce médicament, monsieur? Est-ce que vous vous sentez toujours bien? Est-ce que vous contrôlez votre tension artérielle pour savoir si c'est toujours à un niveau acceptable? La polymédication, autrefois, on avait la polypharmacie, c'est-à-dire que les gens avaient des ordonnances de plusieurs pharmacies sans que les pharmaciens s'en rendent compte. Et il y avait un mélange épouvantable de médications, surtout si on voit différents spécialistes. Alors, il y a aussi l'oubli avec la perte de mémoire. Si les gens gèrent leurs médicaments eux-mêmes, ils peuvent oublier, ils peuvent doubler le dosage, ils peuvent faire beaucoup d'erreurs et ça, c'est quelque chose qu'on peut gérer, mais ça prend parfois une infirmière à domicile pour le faire ou des membres de la famille qui veillent sur cela. On a parlé souvent du sommeil. Quand la personne dort mal, est-ce que c'est parce qu'ils ont une apnée obstructive? Les personnes qui font de l'embonpoint, par exemple, sont très susceptibles à avoir des apnées pendant le sommeil. Ceci les prive du sommeil du rêve. Parce que pendant le rêve, on perd notre tension musculaire et ça peut bloquer les voies respiratoires. Ça se corrige avec une machine qu'on appelle un CPAP. C'est une pompe qui maintient un niveau de pression d'air pour surmonter l'apnée. Ça peut corriger la situation, mais il y a des gens âgés qui tolèrent mal l'appareil qu'ils doivent porter pendant le sommeil. Mais c'est quelque chose quand même qui est, en principe, contrôlable. La prochaine diapo. Bon, les interventions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? L'aide domiciliaire,
Ça, c'est essentiel, que ça soit un travail social, que ça soit un PSW, quelqu'un qui prend soin soit de la toilette des personnes, soit de les nourrir, ou soit de tout simplement les habiller et prendre soin d'autres activités domiciliaires. Il y a aussi la popote roulante pour les gens qui sont inaptes à s'alimenter ou préparer leur nourriture eux-mêmes. L'accompagnement est extrêmement important pour combattre l'isolation sociale. Quelqu'un qui va une fois par jour, 1 heure ou 2, pour parler, jouer aux cartes, faire quelque chose. Il y a aussi de l'accompagnement qui se fait avec des animaux thérapeutiques, des chats et des chiens d'habitude, qui sont entraînés pour le faire. Et ça permet à la personne d'avoir un amour, si vous voulez, une sorte d'amour incontesté de l'animal. Et ça leur fait énormément de bien. Hein? C'est une zoothérapie qu'ils appellent. Bon, soit infirmier ou infirmière à domicile, surtout pour les médicaments, le contrôle de la tension artérielle et tout le reste, veiller sur la condition médicale de la personne. Quand les gens ont la capacité de le faire, il y a des programmes d'activités de groupe et de jour, des institutions comme Baycrest. Est-ce qu'il y en a où vous vivez, vous, dans le pays? Sinon, c'est quelque chose à explorer. Parfois, ça se fait dans des églises ou dans des centres d'activités sociales. Ça peut être des groupes d'activités sportives, si les gens, comme de la marche, par exemple, rien de trop grave, ou tout simplement des jeux. Ça maintient l'animation de la personne pour pas qu'ils perdent l'habitude d'avoir une interaction avec leur père à leur niveau d'âge. La famille, la parenté, si les gens sont très impliqués pour prendre soin de la personne, ils vont se brûler. Ils vont avoir besoin de répit. Alors, il faut s'organiser pour leur permettre un congé pour partir. C'est difficile avec le COVID, bien sûr, mais en temps normal, on peut avoir orchestré un congé et on peut avoir des gens qui prennent leur place temporairement pour que la famille reprenne leur souffle. Transport, très important pour les rendez-vous, que ce soit médical, que ce soit pour les activités de groupe. Alors, on orchestre un taxi, un Uber, un Wheel-Trans, ou même il y a des volontaires qui vont aller chercher les personnes, les conduire à leur rendez-vous et les ramener. Ça leur donne aussi en même temps une opportunité d'avoir un peu d'entre-gens, une discussion, et encore, ça anime la personne et ça la libère d'être complètement dépendant sur un membre de la famille. Parfois, on a besoin de counseling ou de psychothérapie pour les cas dépressifs, mais surtout pour éduquer la famille, pour que la famille comprenne pourquoi est-ce que notre parent est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on voit très souvent, c'est une perte de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire les décisions qu'on prend, la prévoyance, comment est-ce qu'on comprend un problème, quelle solution et tout le reste. Les personnes perdent ça et perdent aussi l'initiative de s'engager dans des activités. Une fois que la famille comprend la nature du problème, la famille peut entreprendre le rôle exécutif pour la personne. Donc, maman, c'est le temps de manger. Là, c'est le temps d'aller prendre une marche. Là, c'est le temps de vous reposer. Et toutes ces choses-là pour que la personne puisse participer à la vie sans être obligée de prendre la décision par elle-même. À la limite, on doit envisager un placement en résidence ou en hospice. Ça, c'est une grande entreprise. Premièrement, il faut être sur une liste d'attente. Donc, il faut anticiper l'évolution de tout ça. Oups. Il faut anticiper le besoin et donc mettre leur nom sur une liste d'attente. Il faut aller visiter les résidences ou l'hospice. Il faut parler aux gens qui sont présents. Il faut vraiment voir
dans quelles conditions sont les personnes qui sont déjà en place. Si c'est des gens qui sont rangés contre le mur, la bouche ouverte, attendant la mort, ce n'est pas un environnement qui est propice pour aider la personne en dépression. Donc, le choix de résidence, l'environnement est extrêmement important et ça comprend toute la famille. Autre chose à prévoir, si la personne a nommé quelqu'un pour avoir une procuration, pour prendre des décisions d'hébergement, des décisions de soins médicaux, des décisions même pour le choix de médicaments ou la réponse aux médicaments, les décisions financières. Tout ça, c'est très important. Et quand on a des doutes que la personne n'est pas apte à faire tout ça, parfois, ça prend une évaluation de compétences. Il y a des gens qu'on peut trouver qui sont spécialisés, entraînés, qualifiés pour faire une évaluation de compétences. Toutes ces démarches-là doivent être prises bien avant le dernier stage d'une démence. Parce qu'une fois que la personne est vraiment considérée comme incapable, si personne n'a été nommé avec une procuration, c'est la Cour qui en prend charge et la famille perd tout contrôle sur l'individu, ce qui peut être très stressant pour tout le monde. Et aussi, en parlant de la famille, si on fait de l'éducation familiale, tous les membres de la famille qui vont à l'avenir s'occuper de la personne doivent être d'accord. Est-ce qu'on va partager les tâches? Est-ce que tout le monde veut la même chose pour notre mère? Est-ce qu'il y a une différence d'opinion? Comment est-ce que ça va être réglé, tout ça? Et tout ça ne devrait pas avoir un impact direct sur la personne, parce que ça va les troubler énormément et ça va être le chahut dans leur vie. Donc, ça prend du tact et ça prend de la diplomatie pour vraiment aider la famille à gérer la situation en évolution. Donc, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire davantage, mais ça prendrait trop de temps. Si vous voulez des ressources pour l'évaluation différentielle de dépression versus démence, je peux vous en fournir, mais c'est d'habitude des listes de symptômes qu'on doit cocher et on dit, bon, la probabilité, c'est d'un bord ou de l'autre. Ce qui est vraiment plus important en contraste avec l'approche psychométrique, c'est-à-dire des questionnaires et tout, c'est de vraiment prendre le temps, de passer le temps avec la personne et la famille, d'avoir un dialogue avec la personne pour savoir si la personne vraiment comprend ce qui se passe et qu'est-ce qu'on a à faire, et si la personne est d'accord pour une prise en charge. OK? J'espère que cette petite discussion vous a aidé à comprendre l'ampleur du problème que vous allez envisager tôt ou tard dans votre carrière. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean. Si les gens ont des questions, vous pouvez soit ouvrir votre micro, je vais arrêter de partager pour qu'on puisse voir des gens. Puis je vais et donc si les gens ont des questions, sentez-vous bien libre d'ouvrir votre micro ou de poser des questions via le chat. Oui, moi une question oui, ici, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, alors je suis Jawad Alem, professeur à l'Université Laurentienne. Moi, je m'intéresse à l'agisme depuis quelques mois et j'aurais une question. En fait, je suis psychométricien, j'avais plein de questions psychométriques, mais la dernière phase que vous dites, ce n'est pas vraiment cette approche-là que vous préconisez, il faut passer du temps. Alors, quel conseil auriez-vous pour éviter ces espèces d'attitudes un petit peu condescendantes? Ce que je comprends, moi, de l'agisme, c'est que quand